quand l'amour se mêle au pouvoir, ce que vous ne voyez pas dans votre couple. C'est le sujet de ce 65e épisode du podcast Les chemins du couple. Alors, je me suis beaucoup rendu compte au fil des années que souvent, ce qui fait mal dans un couple, ce ne sont pas toujours les grandes disputes, les grands drames, les grands cris, voire même les ruptures soudaines, ou alors la trahison. Non. Parfois, et souvent même avant qu'on le voie, ce qui va abîmer votre relation de couple, ce n'est pas souvent ce qui fait du bruit. Ce sont des décalages répétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des silences, des regards fuyants, des décisions prises sans l'autre, des petites concessions qui vont être mises bout à bout et qui vont finir par former un renoncement à soi. Quand j'accompagne des couples ou les personnes en individuel, ce qui me frappe vraiment, c'est à quel point chacun croit faire de son mieux. Et pourtant, malgré cette bonne volonté affichée, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une dynamique de fond qui s'est installée. Quelque chose de beaucoup plus subtil et qui n'est pas forcément de la violence physique ou psychologique ouverte, mais pourtant qui vient déséquilibrer profondément votre relation, une forme de pouvoir implicite. Et c'est là que j'ai envie de vous amener aujourd'hui en termes notamment de prise de conscience. Dans cette zone un peu grise de votre couple, celle où l'un prend plus de place que l'autre, et parfois sans le vouloir, et très souvent sans même en avoir conscience. Et cet espace, c'est là où la relation, au lieu d'être justement un espace d'ajustement, de liberté mutuelle, ça va devenir un territoire conquis. Alors bien évidemment que mon objectif, c'est pas de vous expliquer comment poser vos limites, ni comment reprendre votre pouvoir. C'est pas le lieu ici. Par contre, ce que je veux, à la fin de cet épisode, c'est vous faire sentir, vous faire ressentir qu'un équilibre, même discret, peut vraiment cacher une dynamique de domination. Et que l'amour, s'il n'est pas questionné, peut devenir un prétexte pour s'oublier, ou alors pour dominer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines recherches en psychologie, notamment relationnelle, a mis en lumière que le pouvoir n'est pas spécialement conscient. Par exemple, si on reprend John Gottman, qui explique que ce qui va détruire un couple à long terme, c'est pas le conflit finalement en lui-même, mais le mépris, la disqualification subtile, l'absence de réciprocité. Et ces attitudes sont souvent liées à une prise de pouvoir émotionnel ou symbolique sur l'autre. On a aussi la chercheuse Carol Gilligan, selon comment on le prononce, de son côté a beaucoup travaillé sur les dynamiques de genre dans les relations. Et par exemple, elle va montrer que dans des couples plus souvent hétérosexuels, les femmes, ou l'énergie féminine en fonction de notre approche, sont souvent socialisées à faire relation, à maintenir le lien, même au prix d'ailleurs d'une vérité intérieure. Et ça va créer un déséquilibre. L'un s'autorise, l'autre s'ajuste. Et parfois, ce déséquilibre est tellement ancré dans la dynamique de couple que plus personne ne le voit. Il fait partie du décor. C'est devenu la norme. Alors aujourd'hui, première question pour vous. Est-ce que vraiment, dans votre relation actuelle, vous vous sentez libre? Libre de dire non, libre de dire ce que vous ressentez vraiment. Est-ce que vos besoins sont pris en compte ou est-ce qu'ils s'effacent devant ceux de votre partenaire? Aujourd'hui, l'idée c'est pas d'accuser, c'est pas de pointer du doigt, mais c'est de voir, de sentir. L'idée, c'est de voir ouvrir un espace à l'intérieur de vous où une vérité, la vôtre, puisse émerger. Pas celle qu'on dit à l'autre, celle que d'abord on s'avoue à soi-même. Parce que, lorsqu'on parle de pouvoir dans le couple, on pense souvent à des relations extrêmes. Par exemple, les pervers narcissiques. On va parler de déséquilibre évident.
On va parler aussi de contrôle, manifeste, conscient. Mais il y a énormément de couples, je le vois tous les jours à travers les séances que je propose, qu'en fait, il n'y a pas que ça. C'est pas le sujet d'ailleurs d'aujourd'hui, mais c'est de comprendre que c'est beaucoup plus subtil. Lorsque le pouvoir s'installe dans le couple, c'est rarement un choix conscient. Ça va être des couches successives. Au fil du temps, des ajustements, des habitudes, des silences, des compromis. Et sans que personne ne le nomme, il y a une dynamique asymétrique qui va s'installer. Et ce pouvoir, du coup, exercé sans parole, sans conflit, sans cri, peut même être camouflé sous une apparente harmonie. Et c'est ça qui rend vraiment difficile à le voir. Ce n'est pas l'absence d'amour qui va créer le déséquilibre, c'est l'absence de réciprocité. Et souvent, on ne s'en rend compte que bien plus tard, lorsque l'un des deux se sent vidé, il n'y a plus d'énergie, éteint, ou alors lorsqu'un événement, une crise bien tranchante vient révéler cette disparité. Voici quelques formes, exemples de pouvoir que je vois régulièrement émerger, et souvent de manière implicite. L'argent, le sujet de l'argent dans le couple. L'argent, c'est rarement neutre dans une relation de couple. Celui qui en gagne plus, d'ailleurs, n'a pas forcément de mauvaises intentions, mais par contre, il peut imposer le rythme, le mode de vie, les choix, sans véritable discussion. Et celui qui en gagne moins peut se sentir en dette ou moins légitime pour exprimer ses envies. Et du coup, dans certaines configurations, c'est même celui qui ne travaille pas qui peut exercer une forme de pression émotionnelle en se mettant, par exemple, dans une position de victime, de dépendance, ou en refusant, par exemple, toute discussion sur la répartition. Voilà un exemple de pouvoir sur l'argent. Le pouvoir émotionnel. Par exemple, lorsqu'il y a cette tendance à faire culpabiliser l'autre, à se positionner comme fragile, intouchable ou blessé même en permanence. Ça aussi, c'est un pouvoir qui est insidieux parce qu'il fait passer la peur de blesser avant la possibilité d'être soi. Quand on marche sur des œufs dans une relation, ce n'est pas toujours parce que l'autre est agressif. C'est parfois parce qu'il a érigé aussi une douleur comme un rempart. Le pouvoir du langage, également. Certaines personnes ont une aisance naturelle à s'exprimer. Elles savent convaincre, argumenter, expliquer, débattre. Et face à cela, l'autre aussi peut se sentir en permanence en défaut. Quand l'un finit toujours par avoir raison, l'autre finit par ne plus chercher à dire ce qu'il pense et ce qu'il ressent. C'est un déséquilibre qui est très courant et qui est très invisible. On pense que tout va bien parce qu'il n'y a pas de cri, mais il n'y a pas de place pour deux vérités. Et là, il y a aussi quelque chose au niveau des rôles genrés. Alors, pour ceux qui me connaissent, moi je travaille aussi beaucoup dans la différence énergie féminine-masculine présente. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais donc quand on va parler de genre féminin-masculin, il y a des fois il faut pouvoir prendre aussi un axe plus dans l'énergie. Et ce pouvoir-là, en fait, aussi, dans cette différenciation des genres, est très ancien, très enraciné. Et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de couples, des femmes vont organiser, anticiper, maintenir l'équilibre, et que certains hommes, sans le vouloir, vont être dans une forme de retrait décisionnel, qui est souvent une prise de pouvoir passive. Ils se laissent faire, ils délèguent le mental et gardent la parole finale. Alors, c'est pas toujours volontaire, mais c'est puissant. Il y a une autre chercheuse américaine, Terry Orbuch, qui a fait une étude sur plus de 25 ans qui a montré que les couples les plus satisfaits sur le long terme sont ceux qui reconnaissent un équilibre dans les prises de décision importantes. Et ce qu'elle va pointer aussi, c'est que cet équilibre est aussi quand même malgré tout une illusion. Dans les faits, un partenaire va prendre l'initiative, oriente, ou alors va imposer subtilement, et l'autre va s'ajuster pour maintenir cette paix, ou parce qu'il ne s'autorise pas à déranger. D'autres études sur le pouvoir émotionnel en couple, notamment Susan Johnson, met en lumière que le déséquilibre de pouvoir n'est pas toujours lié à la personnalité, mais aussi à des blessures d'attachement anciennes. Celui qui prend trop de place n'est pas forcément dominateur, il est parfois en quête de sécurité. Et celui qui s'efface n'est pas toujours passif, il est parfois
pétrifiés par la peur de perdre l'autre. Et donc ce que je veux dire ici, c'est que le pouvoir dans le couple, c'est pas un sujet à charge, c'est pas un procès, c'est une invitation à observer ce qui, peut-être, s'est figé dans une dynamique où l'un s'oublie un peu trop et l'autre prend un peu trop de place. Et donc dans les couples que je vais accompagner, il y a souvent ce moment où l'un des deux dit « Rien de grave, non mais pas vraiment, mais je me sens quand même pas tout à fait moi-même ». Et c'est justement là que commence quelque chose de plus profond. Alors c'est pas spectaculaire, c'est pas explosif, c'est insidieux, silencieux, persistant. Et ce sont des petits signaux faibles que l'on n'ose pas nommer, parce qu'en fait ils ne se justifient pas à eux seuls une remise en question globale. Mais la difficulté, et comme tout, c'est cette accumulation, cet effet cumulé qui des fois va indiquer une perte de lien à soi. Et souvent, ce déséquilibre latent dans la relation fait souffrir à un moment donné ou à un autre. Et donc je parle bien évidemment ici des moments où également on va anticiper la réaction de l'autre, par exemple, avant même d'avoir osé dire ce que l'on pense. On va parler aussi d'autocensure progressive. Je ne vais pas en parler, ce n'est pas grave. On va parler aussi de ce sentiment diffus de se sentir plutôt, à côté de la relation. Comme si d'ailleurs on jouait un rôle auquel on a fini par s'habituer. Et ces signaux sont souvent liés à une inversion subtile des priorités intérieures. L'autre devient la mesure de tout. On commence à moduler ses émotions, ses désirs, ses propos, en fonction de ce que l'autre va penser, valider ou rejeter. Et petit à petit, on perd l'expérience intérieure de sa propre vérité. Et ce phénomène, d'ailleurs, en psychologie, se rapproche très fort de ce que le thérapeute Carl Rogers appelle l'incongruence. C'est ce décalage entre ce que je vis profondément à l'intérieur et ce que je montre à l'extérieur. Ce que je ressens et ce que je dis ressentir. Ce que je désire et ce que je m'autorise à m'exprimer. Et dans la relation de couple, cette incongruence peut durer des années et peut démarrer dès le premier jour de la relation. Parce qu'elle est socialement valorisée. On admire celui ou celle qui fait tout pour que ça marche, qui ne fait pas d'histoire. Mais pourtant, à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas, qui se fane. Et des signaux très concrets, plus envie de parler, on se force à sourire, on réagit peu, ou alors à l'inverse, on réagit à l'excès. Vous n'attendez plus rien, mais vous restez dans la relation. Et il va y avoir aussi, pour certains, des mécanismes d'évitement qui vont apparaître. On s'investit dans le travail. Je vais même parler de surinvestissement. Dans le travail, dans les enfants, dans les tâches ménagères, dans les activités des enfants. Parce que c'est plus simple que d'affronter ce vide et cette incongruence. Pour d'autres, ça va être de se réfugier dans le silence, dans la justification permanente ou dans un détachement affectif qui va vous protéger mais qui va vous isoler. Et ce qui est encore plus complexe, c'est souvent que ces signaux ne sont pas pris au sérieux par le partenaire en face. Il n'y a pas d'écoute, ou alors il va y avoir une écoute défensive. Il peut même y avoir une disqualification. Tu te fais des idées, tu es trop sensible, tu dramatises. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et là, il y a quelque chose qui se brise au fur et à mesure, vraiment qui s'abîme. Parce que c'est pas seulement le ressenti qui n'est pas entendu, c'est l'existence même de votre vérité intérieure qui est invalidée. Dans la thérapie relationnelle, on parle vraiment de double lien ou de double contraire. On ressent une gêne, mais on vous fait comprendre qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Alors vous doutez de vous, de votre perception, de votre droit à ressentir. Et c'est ainsi que le lien amoureux devient, sans cri, sans heurts, un lieu de désautorisation intérieure. Et pourtant, ces petits signaux sont précieux. Ils sont les premiers messagers de ce qui ne s'aligne plus, de ce qui, sans rupture, appelle un réajustement. Mais encore faut-il faire une place, et non pas en accusant l'autre, mais en honorant ce qui vous demande en vous à être reconnu. Ce que je constate vraiment dans les accompagnements que je propose, c'est qu'avant même de pouvoir se parler, il faut réapprendre à se resituer,
à se situer dans la relation, se situer face à l'autre, se situer par rapport à soi. Et c'est cela qui suppose de poser ses limites, finalement. Quelque chose qu'on a rarement appris. Mais poser une limite, c'est pas arriver comme ça, brute de pomme, mettre un mur. C'est pas dire comme ça, tu vas trop loin avec ton agressivité, j'en peux plus, avec un cri, un drame. Non, c'est juste un acte de responsabilité intérieure. Une manière de se dire, ok, voici l'espace à partir duquel je peux rester en lien avec toi sans me trahir. Et dans le couple, beaucoup de malentendus viennent de cette confusion entre limite et distance. Comme si finalement poser une limite revenait à s'éloigner, à se former, à se fermer. Mais une limite, c'est pas une fuite. Une limite, quand elle est posée avec clarté, est un point d'ancrage dans la relation. Et pourtant, très peu d'entre nous savent poser des limites sans culpabilité. On a appris à composer, à faire avec, à supporter, à faire des compromis. Mot que je déteste. On en parlera dans d'autres vidéos et dans d'autres épisodes de podcast. À être l'adulte dans la place, pour maintenir la paix, pour éviter les conflits, pour préserver la relation. Est-ce que ça vous parle vraiment en fait finalement tout ça? Mais là, ce que vous préservez parfois, c'est une forme de déséquilibre profond, où la relation continue d'exister sans nous. Et les limites ne sont pas toujours verbales, parfois elles sont émotionnelles, énergétiques, voire même spatiales. C'est pouvoir dire « je ne suis pas disponible maintenant pour cette discussion, je ressens que ce ton me met en insécurité, j'ai besoin de me recentrer avant de continuer. Je t'entends, mais ce que je ressens est différent. » Et plus encore dans tout ça, poser une limite intérieurement, c'est reconnaître ce que l'on ressent sans se justifier. C'est reprendre la souveraineté de son monde intérieur. Ce que vous ressentez n'a pas besoin d'être validé par l'autre pour être vrai. Et c'est ça qui devient puissant dans la relation. La capacité à poser des limites est liée à ce qu'on appelle le niveau de différenciation de soi. C'est un concept qui a été beaucoup développé par le psychiatre Murray Bowen, qui montre à quel point un individu peut rester en lien émotionnel avec l'autre, tout en conservant sa propre clarté intérieure. Les personnes peu différenciées vont se fondre dans l'autre, fusion, ou soit s'en couper brutalement, retrait ou conflit. Et les personnes plus différenciées sont capables de dire ce qu'elles pensent et ressentent sans se laisser happer par l'intensité émotionnelle de la relation. C'est exactement ce que permet une limite saine, rester soi dans le lien, sans céder à la fusion, à la rupture. C'est une posture d'adulte, profondément engagé, qui dit à l'autre « je suis là, mais je ne suis pas absorbable ». Et du coup, moi, je remarque aussi que dans beaucoup de couples, l'absence de limite est compensée par une gestion affective. On évite aussi les vrais sujets, on arrondit les angles, on fait des compromis à répétition. Et avec le temps, chacun devient responsable de l'équilibre de l'autre, ce qui crée une tension chronique dans la relation. En posant des limites, on brise ce contrat implicite. On ne prend plus en charge l'état émotionnel de l'autre. On le respecte, on l'écoute, mais on ne s'en rend plus responsable. Et ça va libérer une énergie immense dans le couple. Alors évidemment que poser une limite ne garantit pas que l'autre va l'accepter. Parfois l'autre va résister, s'effondrer, se sentir rejeté. Et c'est là qu'il faut une grande solidité intérieure, car une limite juste n'est pas toujours confortable. Pourtant, elle est nécessaire pour qu'une relation puisse évoluer vers quelque chose de plus vivant. Et ce que j'observe, c'est qu'à partir du moment où une personne commence à poser des limites, la place qu'elle occupe dans la relation se transforme. Elle cesse d'être celle qui gère, celle qui s'adapte, celle qui comprend tout, celui qui encaisse. Ça revient à être une part entière. Et c'est à ce moment-là que la relation peut se réajuster. Chacun arrive en pensant, généralement, qu'il faut comprendre l'autre. On me parle très souvent en séance de ce que l'autre fait, ne fait pas, devrait faire. On veut décrypter l'autre, les situations, anticiper les réactions, corriger les comportements.
Alors, je comprends tout à fait ce réflexe, quand quelque chose ne fonctionne pas dans le lien, notre premier mouvement, c'est de regarder à l'extérieur. Mais en réalité, ce qui transforme profondément une relation, ce n'est pas de mieux comprendre l'autre, c'est d'aller à la rencontre de soi-même. Car si je ne sais pas où je me tiens intérieurement, je vais sans cesse ajuster ma posture en fonction de ce que l'autre projette, attend ou voire craint. Je vais réagir au lieu de choisir. Je vais m'adapter au lieu d'habiter ma place. Je vais me connaître. Et en fait, le fait de se connaître dans ce contexte, c'est pas une démarche abstraite. C'est une nécessité relationnelle. Se connaître, c'est oser regarder ses besoins, et non pas pour les imposer, mais pour les reconnaître. C'est savoir ce que je ressens, même quand ce ressenti n'est pas confortable. C'est nommer mes peurs, sans leur donner les commandes. C'est comprendre des stratégies, mes stratégies d'ailleurs de survie, affectives. Les vieux réflexes que j'ai installés parfois, très tôt, pour me protéger, mais qui, aujourd'hui, empêchent la fluidité du lien. Par exemple, en thérapie humaniste, vraiment, notamment Carl Rogers a beaucoup mis en lumière que la conscience de soi n'est pas un luxe. C'est le socle de toute relation authentique. Plus je suis au clair avec ce qui m'habite, plus je peux entrer en lien sans distorsion. Plus je suis en contact avec mon vécu intérieur, plus je peux ajuster mon expression dans la relation. Et bien évidemment, ça va bien au-delà de la communication. Ce n'est pas seulement apprendre à dire « je », à exprimer un besoin ou à reformuler une demande. C'est d'abord une posture intérieure. Celle de quelqu'un qui sait ce qu'il ressent, ce qu'il tolère, ce qui le blesse, ce qui le nourrit, et qui peut l'assumer sans crainte excessive d'être rejeté, abandonné ou jugé. Et donc, beaucoup de tensions dans le couple naissent du fait que chacun attend que l'autre répare quelque chose qu'il n'a pas encore regardé en lui-même. On demande à l'autre de nous sécuriser, de nous valider, de nous rendre heureux, alors que l'on n'a pas pris le temps d'habiter pleinement notre intériorité. Et la relation devient alors un lieu de compensation ou de comparaison plutôt qu'un lieu de rencontre. Et donc se connaître, c'est aussi, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, reconnaître ses zones de vulnérabilité, ses contradictions, ses mécanismes de défense. C'est avoir conscience de ce qui nous touche, au-delà du présent, de ce qui réactive en nous des douleurs anciennes. Et dans beaucoup de couples, les conflits ne portent pas tant sur le présent que sur des couches plus profondes de l'histoire de chacun. Et sans ce travail de lucidité sur soi, on rejoue encore et encore le même scénario en espérant que l'autre change le script. Quand chacun dans le couple commence à faire ce travail de reconnaissance intérieure, quelque chose change. Le dialogue, d'ailleurs, devient beaucoup moins accusateur, plus incarné. Les attentes se réajustent. Les désirs s'expriment sans exigence. Et surtout, chacun reprend la responsabilité de sa propre trajectoire émotionnelle. Ce n'est pas magique, ce n'est pas immédiat, mais c'est un mouvement profondément transformateur. Il ne s'agit pas de devenir parfait, il s'agit d'être habité, présent à soi, capable de dire les choses sans se perdre, capable d'écouter sans s'oublier. Et dans ce lieu-là, la relation redevient ce qu'elle est censée être. Non pas un lieu de négociation permanente, mais un espace d'évolution partagée. Alors je sais que tout ce que je viens d'aborder dans cette vidéo n'est pas toujours très simple à entendre. C'est des zones sensibles, des réalités parfois douloureuses. Mais je crois profondément qu'il y a une force immense dans le fait de regarder les choses en face, sans se juger, sans accuser, simplement en accueillant ce qui est. Parce que dans ce regard lucide et bienveillant, vous allez reprendre votre place. Vous allez cesser de vivre la relation comme une réaction. Et vous allez commencer à la vivre comme une création. Et c'est cette création-là qui ne dépend pas uniquement de l'autre. Elle va naître, du coup, d'un choix intérieur, celui de ne plus vous fuir, de ne plus vous adapter par automatisme, de ne plus confondre amour et renoncement. Je vous laisse avec 2 questions. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre tout de suite, mais laissez-vous traverser par ces questions. Dans quel domaine de votre relation avez-vous cessé d'exister pleinement? Et est-ce que cela changerait si vous osiez reprendre justement votre place, sans faire violence à l'autre et sans vous trahir vous-même?
Et si ce que je vous partage résonne avec ce que vous vivez, si vous sentez qu'il est le temps d'aller plus loin, plus en profondeur, je vous invite à réserver un appel. Le lien se trouve sous cette vidéo, dans le descriptif de cet épisode. Parce que cet appel, ça va être un moment de rencontre. C'est sans engagement, mais ça permet de poser ensemble un premier regard sur ce qui se joue dans votre relation. Donc si vous sentez que le moment est juste là, nous sommes là pour vous. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on va continuer à explorer ensemble les défis de la relation de couple. À très bientôt!